Alors, on va passer à autre chose. J'ai vu en ce moment sur Twitter, c'est chaud entre toi et Frontières, Ouais. le média d'extrême droite, pour ceux qui ne connaissent pas sur le chat. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe derrière tout ça là? Parce que j'ai vu maintenant, t'es en tête là, on dirait que t'es l'homme qui va combattre ce média. Déjà, Frontières, ils ont fait une espèce de cartographie. Et quand tu te connectes sur la cartographie, il y a ma pomme en plein milieu. Donc je me suis dit, ça va, je suis l'ennemi numéro un. Alors on parle de la cartographie. Ils ont fait une cartographie de l'extrême, je crois qu'ils s'appellent ça comme ça, de l'extrême gauche. Ah, j'ai vu ça sur les streams de Dany Eraz. J'avais vu, ils avaient fait, il y a Usul, il y a les créateurs. Ouais, c'est ça. Ils ont fait. T'avais qui? T'avais David Guiraud, il était dans Antisémite. Je me suis dit, waouh, c'est quoi tout ça? Et il y a même, comment il s'appelle, le mec de Click, Mouloud Achour, anti-flic, alors qu'il bosse avec Bolloré, même si c'est pas la même société de production et tout, il bosse quand même pour Canal. Je me suis dit, bah attends, ils sont sérieux là, c'est quoi cette cartographie? Moi, je suis anti-flic et antifa. Et bon, bah, il y a un truc qui est vrai entre les deux, parce que antifa, c'est vrai, et genre même, j'ai vraiment littéralement pas compris en quoi c'était censé être une insulte, mais enfin bon, apparemment pour eux, c'est une insulte. Mais voilà, donc ils m'ont foutu là. Je suis à côté d'Hugo Bernalicis et puis de Raphaël Arnaud, donc je me trouve assez bien entouré, honnêtement. Ouais. Et voilà, donc ils ont fait leur cartographie. Mais moi, le sujet est parti en fait d'une commission d'enquête que je suis en train de faire sur un autre sujet qui est sur les élections. J'en parlais tout à l'heure, je crois. Je sais pas si on en parlait hors micro ou hors micro. Je me souviens pas si on en a. Mais donc je suis sur cette commission d'enquête et dans la commission d'enquête, je me suis intéressé à la question du financement des campagnes électorales et en particulier il y a la question de Stérin qui est un milliardaire où il y a un plan qui a été rendu public par le journal L'Humanité qui s'appelle le plan Périclès dans lequel ils disent littéralement qu'ils vont mettre de l'argent pour acheter des structures pour influencer le débat public et essayer de faire gagner les élections au Rassemblement national ou à des forces réactionnaires de droite. J'ai vu, alors c'est des rumeurs, j'ai vu un article de l'Humanité qui a épinglé, qui soupçonne du moins un prêtre très connu de TikTok, je crois, d'être financé aussi par ce monsieur Stérin. C'est possible. C'est qui ce mec? Parce que tu vois, c'est qui Alice Cordier? Ouais. Alice Cordier, mais elle aussi, je crois, elle est financée par ce mec. En fait, qui est ce gars? Justement, le sujet, c'est que c'est très opaque. Ouais. Personne ne sait exactement qui est financé par Stérin. C'est un petit malin, ce Stérin. C'est un milliardaire. En gros, c'est un milliardaire catho tradi. Il a fait fortune dans les Smartbox. Tu sais, les trucs que t'achètes là. Les trucs qu'on offre aux parents, aux grands-parents. Exactement, quand tu sais pas quoi offrir à quelqu'un, t'offres une. Exactement, okay. Donc n'achetez pas ces machins-là, arrêtez d'acheter ces trucs parce que vous faites gagner de l'argent à un milliardaire qui est une espèce de catho tradi anti-IVG, qui est un mec qui vraiment est. Son truc, c'est la religion. Dans Périclès, en fait, c'est un acronyme, ça veut dire patriote, identitaire, le I, enfin je me souviens plus, et le C de Périclès, c'est pour chrétien. Okay. Et donc il a ce projet-là et il dit qu'il va financer plein de trucs. Sauf qu'on ne sait pas exactement quoi. Si tu vas sur la page du site Périclès, il y a 24 trucs. Ouais. Mais c'est bizarre parce qu'il dit qu'il va mettre 150 millions d'euros sur 10 ans. Il finance 24 trucs. Les journalistes qui enquêtent dessus, ils trouvent peu de financement en réalité. Okay. Donc où part ce fric ? Et ça, c'est un des sujets qui est posé, à mon avis, et qui est de l'ordre d'une commission d'enquête. Et en particulier en lien avec les élections, vu qu'il dit qu'il veut influencer les élections et qu'en plus, le document qui a été rendu public, qui n'était pas assumé, il n'était pas censé être rendu public ce document. Mais ce document-là, vous pouvez le retrouver sur le site de l'UMA, vous tapez document Périclès l'Humanité, vous allez trouver ça, c'est un article qui s'appelle, c'est une série d'articles, c'est le 5e, il y a un hashtag 5, et vous trouvez le document. Et c'est lunaire, quoi. Ça dit que le Rassemblement national aux estivales 2023, c'est-à-dire leurs universités d'été, ils auraient validé un plan d'aide, de soutien de Périclès pour les aider à aller gagner les élections municipales cette fois-ci. C'est complètement dingo comme truc. Et dans cette commission, tu peux l'auditionner ou c'est pas possible? On peut l'auditionner. On a lancé. Mais s'il se présente pas, il se passe quoi? Alors c'est un peu compliqué parce que il est évadé. Venir quoi? Normalement si. C'est-à-dire, t'es citoyen français, t'es obligé de venir. Si tu viens pas, c'est réprimé par la loi. Je crois que c'est puni de plusieurs milliers d'euros d'amende et d'emprisonnement. Alors quand t'es milliardaire, les milliers d'euros d'amende, tu t'en fiches, mais il y a une peine d'emprisonnement. Je savais pas. Dans les prisons de Darmanin. Moi, si je me fais auditionner, je suis obligé de répondre présent, quoi. T'es obligé de répondre présent, et si tu mens, c'est aussi puni par la loi. Non seulement t'es obligé. Mais il y a quelqu'un qui a menti à l'Assemblée. Oui, Aurore Berger. Mais elle n'est pas en prison.
Pas encore en tout cas. Ça arrive, mais en même temps, comme Aurore Berger passe son temps à mentir, si tu veux, c'est compliqué. Parjure. Parjure, voilà, c'est ça. Parjure. Ce qui est pas mal comme insulte. Parjure, dire parjure, comme ça, non, c'est un bon truc. Quand elle prend la parole à l'Assemblée, on lui dit parjure. Mais donc, Sterrin, il est censé être obligé de venir. Ouais. Sauf qu'il y a un souci, c'est que il est évadé fiscal en Belgique. Ah, il habite pas en France. Il est censé être en Belgique. Ah, du coup, il est encore moins obligé de venir, quoi, sinon. C'est plus difficile, dans le sens où il reste citoyen français, mais officiellement en Belgique, donc je vais pas envoyer des gendarmes en Belgique pour aller le chercher, parce que sinon ça va créer une crise diplomatique. Retailleau nous en a créé assez avec l'Algérie, donc on va pas... Mais voilà, en gros, normalement il est obligé de venir. C'est toi qui convoque les... C'est le président de la commission qui convoque. Dis-lui de convoquer Alice Cordier, s'il te plaît. Le problème, c'est que la commission, elle a un cadre. Ok. Le cadre, c'est l'organisation des élections en France. Si je commence à convoquer tous les gens que je déteste, ça va mal. Tu vois, ça marche pas. Faut que ça rentre dans le cadre et qu'il y ait un intérêt dans la commission d'enquête pour que ce soit dans le cadre. Et puis par ailleurs, c'est pas moi en fait qui envoie les convocations, c'est le président. Donc c'est pareil. Et c'est un président macroniste. Ah. Et il s'appelle Thomas Cazenave. Il était ministre avant. Mais par ailleurs, c'est pareil. Thomas Cazenave, comme président de la commission, moi je le trouve droit comme personne. Il peut y avoir des macronistes qui sont vraiment des gens, enfin, je trouve, typiquement Aurore Berger, je trouve elle est d'une forme d'irrespect, insultante, enfin vraiment la totale, quoi. Thomas Cazenave, il a une forme de rigueur. Il dit, bon, voilà, là c'est vrai, il y a un sujet, t'as raison, il faut qu'on avance sur ça, allez, on les convoque, machin. Ou bien, tu vois, par exemple, là, justement sur l'audition Sterrin, on a discuté de qui on convoque, dans quel ordre, comment on fait. Et je trouve que ces retours sont hyper intéressants parce que c'est pas en mode je veux pas faire ce que tu as dit, c'est en mode je veux qu'on fasse la commission de manière ordonnée, sérieuse, etc. Et donc dans la discussion qu'on peut avoir l'un avec l'autre sur l'ordre des convocations, moi je le trouve réglo. Je trouve qu'on travaille bien, je trouve qu'il pose des questions qui sont hyper intéressantes, donc j'aime bien ce travail-là avec lui. Mais donc pour revenir à Sterrin, moi je trouve qu'il y a un intérêt à les convoquer. Le problème c'est que la commission d'enquête se termine en mai. En gros, moi je dois rendre mon rapport quoi qu'il arrive, je dois avoir fini de l'écrire dans un mois. Autour du 17 mai, parce qu'il y a un temps de relecture. T'as déjà commencé à auditionner ou pas encore? Là, on a presque fini en fait nos auditions. Okay. On arrive plutôt sur la fin, mais comme il y avait le texte sur le narcotrafic qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu, j'ai eu moins de temps en amont pour faire un certain nombre d'auditions. J'en ai fait plein. J'en ai fait sur la question de l'inscription sur la liste électorale, sur le financement de la vie politique, sur les médias, sur les sondages. On m'a pas viré de la liste électorale, mais quand je suis allé voter, on m'a dit je suis inscrit et tout. Ouais, je crois que j'étais radié, mais après j'ai déménagé aussi. Mais alors là, c'est que t'es mal inscrit, c'est-à-dire tu t'es pas forcément réinscrit sur la ville dans laquelle tu as déménagé. Ou alors tu t'es réinscrit. Ah mais c'est chiant, c'est relou, vous pouvez pas automatiser tout ce bordel. C'est un des sujets de la commission d'enquête. C'est possible, c'est chiant. Je suis d'accord, mais... on veut voter et quand on est sur le bureau de vote, t'es mal inscrit. Je suis d'accord. Et là t'es démotivé, tu dis c'est bon, je vais rentrer chez moi. Je suis d'accord, donc... C'est horrible ça. Moi, j'hésite sur les recommandations parce qu'il pourrait y avoir une recommandation qui est, en gros, tu déménages et il y a un service de l'État qui est au courant que tu as déménagé, genre les impôts, la Sécu, la CAF, le logement automatisé, mais pour voter, c'est exact. Alors, j'ai littéralement dit la même chose. J'ai dit les gars, vous êtes capables de nous retrouver pour nous faire payer. Mais oui. Mais par contre, vous n'êtes pas capables de nous retrouver quand il faut voter. Il y a quand même un petit souci, non? Mais je suis d'accord avec toi. En fait, pour moi, la situation idéale, ça serait que ça soit automatisé. Tu déménages et le vote aussi ou non? Non. Non, si le vote c'est automatisé, c'est moi qui décide. Voilà. Ça va être beaucoup plus simple. Trop chaud de... Ah ça c'est un des sujets qu'on a étudié dans la commission d'enquête. Ok. Et t'es pas trop chaud? J'étais plutôt personnellement je crois que le Bouillard, je lui avais posé la question, je crois qu'il était pas très chaud. Et les gens ils sont pas très chauds à gauche. Ça fait débat. Ouais. Personnellement j'étais plutôt favorable et j'ai eu des discussions, notamment par exemple j'ai eu une discussion avec Jean-Luc sur le sujet qui lui avait des questions sur le sujet. Louis c'est pareil, il est plutôt en désaccord avec ça. Ouais. Moi mon idée de départ c'était si il y a des gens pour qui c'est compliqué d'aller voter, que c'est plus facile de le faire depuis son téléphone ou depuis un ordinateur, après tout pourquoi je les empêcherais? Et en fait je suis plus d'accord avec ça. Ça m'a fait évoluer sur ma position pour plusieurs raisons. La première c'est que si tu votes de chez toi, t'es plus dans un isoloir. Ça veut dire qu'il peut y avoir des pressions qui s'exercent sur toi.
Ça veut dire il peut y avoir, je sais pas quoi, ton daron qui dit maintenant tu votes pour machin, parce que voilà, ben t'as pas envie, t'as envie de pouvoir. Pas seul chez toi, t'es pas libre totalement de ton choix. La deuxième raison, c'est que ça fait peser un doute sur la sincérité du scrutin, dans le sens où il pourrait y avoir des gens qui se disent si jamais là on passait un scrutin par internet ou hybride ou je sais pas quoi, et que le résultat d'un seul coup ça donnait un résultat totalement différent de ce qui s'est passé dans les fois d'avant, quel que soit le résultat, que ce soit pour nous, pour les autres, pour je sais pas quoi, nécessairement ceux qui ont perdu, ils diraient c'est la faute du vote électronique, c'est sûr. Donc ça créerait une situation un peu compliquée. Et puis par ailleurs, il y a un truc auquel j'avais pas pensé, mais qui est le côté rituel du vote. Quand tu vas voter, tu fais plus qu'aller juste voter. Tu te déplaces, des fois tu vas en famille, tu vas avec des potes, ça dépend. Enfin, il y a un côté, tu te déplaces, c'est solennel, tu prends des bulletins, tu vas dans l'isoloir, tu mets ton bulletin dans l'urne, on te dit machin, t'es inscrit sur la liste numéro machin chouette, Antoine Léaumont peut voter, a voté. Il y a un côté solennel qui est assez important parce que tel que je conçois la théorie républicaine, en tout cas la pratique républicaine, moi je considère que ce qui nous définit comme un peuple et ce qui fait qu'on est égaux justement, c'est justement notre égalité dans le vote. Et une personne égale une voix, quelle que soit ta taille, ta religion, ton genre, ton je sais pas quoi, une personne, une voix, et justement ce qui nous définit comme égaux, c'est cet acte de vote. Et ben, si jamais l'acte de vote, il est un peu random, tu vois. Si jamais il n'y a pas ça, il manque un truc sur le moment du vote où on se définit comme peuple, parce que quand tu fais le choix sur... cette tradition de... Bah ouais, regarde le résultat des élections législatives. Au soir du deuxième tour, ce qui jouait dans l'élection législative, c'était pas seulement je sais pas qui va être Premier ministre, le programme, je sais pas quoi. C'était une définition de la France en fait, et une définition de ce qu'on est comme peuple. Est-ce qu'on est d'extrême droite ? Est-ce qu'on est Le Pen ? Est-ce qu'on est, je sais pas quoi, un peuple raciste, xénophobe ? Est-ce qu'on est ça ? Ou bien est-ce qu'on est autre chose ? Et si on est autre chose, c'est quoi autre chose ? On est quoi ? Ce jour-là, il y a une définition du peuple français qui s'est faite par le vote, qui était, pour une grande partie d'entre nous, on est antifasciste. Et on restera antifasciste quoi qu'il. Et ce moment-là, c'est pas tout à fait la même chose à mon sens si jamais c'est un vote par internet. Enfin, je sais pas comment le dire, mais il y a un truc de définition de nous-mêmes comme peuple qui me semble important, qui garde une forme de solennité et où surtout tout le monde fait la même chose. D'ailleurs, tu me fais une belle transition parce qu'on allait parler justement des sondages. J'ai vu que sur Twitter, tu avais partagé, et même Jean-Luc Mélenchon avait partagé un graphique. J'en avais parlé aussi sur un stream où t'as le sentiment, parce que moi j'ai appris que les sondages appartiennent à des grands milliardaires aussi. Certains, ouais. C'est Bolloré. Ouais, voilà, super. Et t'as le sentiment quand même que volontairement, les chiffres sont baissés, en tout cas sur les candidats de gauche, par exemple Raphaël Glucksmann, t'as Jean-Luc Mélenchon, t'as qui d'autre qui est testé, t'as François Ruffin aussi. Et bon, on sait que Mélenchon, il ne sera pas à 11%, je pense pas. Bien sûr. Mais tu as le sentiment qu'il s'est volontairement baissé pour que, justement, on va créer la division chez les sympathisants à gauche pour dire « Ah, Mélenchon, il est à 12%, mais Glucksmann, il est devant lui, donc pourquoi pas Glucksmann ?» tu vois. Je me dis, c'est biaisé un peu. Moi, je ne veux plus faire confiance aux sondages. Ça fait peut-être 5-6 ans que je ne les fais plus confiance maintenant. Ça me semble être un bon état d'esprit. Et même quand ils sont même quand ils sont de votre côté, les sondages, je suis en mode « non, je me méfie quand même. » Non, mais en vrai, c'est un bon état d'esprit, parce que c'est un état d'esprit qui est critique vis-à-vis de ces outils. Bon, déjà, il faut commencer par dire que, indépendamment de la commission d'enquête, c'est-à-dire indépendamment de ce que j'ai trouvé dans la commission d'enquête, et j'ai trouvé des dingueries, mais vraiment des belles dingueries, mais indépendamment de ça, de base, il y a quand même une question qui est posée. C'est à quoi ça sert exactement de faire un sondage de l'élection présidentielle à 2 ans d'une élection présidentielle ? BFM TV, quand il y avait les 3 manifestations, RN, le vôtre et Gabriel Attal à Saint-Denis, le bandeau c'était top départ pour la présidentielle. Je dis mais les gars, on est à 2 ans, calmez-vous, il n'y a même pas encore les municipales, vous êtes chaud comme ça. Voilà, je suis d'accord avec toi. C'est dinguerie, oui. Top départ, mais sauf que pourquoi c'est bien les sondages pour les médias ? En vrai c'est trop bien, ça coûte pas cher. Alors ça coûte cher de faire un sondage, mais par rapport à payer des équipes pour aller faire des reportages et du travail sérieux, etc., un sondage c'est tout bénef. Tu payes un institut de sondage, il te sort un sondage, et puis t'es là pendant 24 heures, t'es là sur notre sondage
sondage exclusif sur BFM TV par l'Institut je sais pas quoi. Et ensuite, tu as les autres chaînes de télé en plus qui te font ta pub. C'est génial, qui disent selon un sondage BFM TV pour je sais pas quoi, c'est l'Institut je sais pas quoi pour BFM TV, et ben youpi. Et donc tu as ta pub qui t'est payée littéralement par le sondage. Donc le sondage, il est à plein d'usages pour un média. Ça permet de créer un récit, et comme tu le disais, ça permet de dire machin est plus fort que bidule, etc. Donc la question qui est posée, c'est de savoir si, parce qu'à la limite, ça serait vrai, pourquoi pas, mais la question qui est posée, c'est de savoir si c'est vrai. Or, sur la question de savoir si c'est vrai, il n'y a rien qui va. Il y a vraiment littéralement rien qui va. Ils ont des échantillons qui sont assez faibles, qui sont petits, qui sont 1000 personnes à chaque fois. C'est 1000 personnes. Le nombre utile de personnes, c'est-à-dire ceux qui répondent, ceux qui sont effectivement inscrits sur les listes électorales, parce qu'ils vont te dire on a interrogé 1000 personnes, dont X% sont inscrits sur les listes électorales, dont à l'intérieur de ces gens inscrits sur les listes électorales, X% disent qu'ils comptent aller voter pour l'élection présidentielle, et ainsi de suite. Et donc à la fin, si jamais tu regardes vraiment dans le détail quand tu peux avoir les notices, tu peux tomber sur des échantillons où tu es sur 600 ou 500 personnes. Wow. Donc les taux d'écart... Comment ça se passe quand on t'interroge? On t'appelle? Ou tu reçois un mail? Avant, on t'appelait. Avant, tu avais des gens soit qui venaient en porte-à-porte littéralement, soit qui t'appelaient. Maintenant, ils font ça par Internet. Et donc tu t'inscris sur ce qu'on appelle des panélistes. Moi j'ai découvert tout ça, hein. J'étais pas expert de ça. Wow. Tu as des panélistes, c'est-à-dire des sociétés qui font des panels, qui vont, elles, poser la question de l'institut de sondage à leur panel. Donc ils envoient un mail à plein de gens. Tu es rémunéré, entre guillemets, parce que tu es rémunéré une petite quantité, mais tu es rémunéré en fait avec des bons cadeaux sur des machins. C'est une petite rémunération de ta réponse aux questions, mais ça introduit un biais, parce que les gens qui sont OK pour être rémunérés, voilà. Et donc tu remplis ton sondage. Sauf qu'il y a plein, sur le plan scientifique, il y a plein de problèmes qui sont posés. Parce que déjà, le panel, il est biaisé par le fait que des gens veulent être rémunérés. 2, tu peux déclarer n'importe quoi. Moi, je peux déclarer que je suis une femme de 70 ans qui a voté Le Pen et qui, là, va voter Mélenchon. C'est tout à fait possible. Ils ont pas de si jamais mon personnage que j'invente, c'est toujours le même, ils n'ont aucun moyen de vérifier que c'est vrai ou que c'est faux. Quand tu étais par téléphone, à la limite, au moins, tu pouvais entendre la voix de la personne et te dire, oh là, tu te poses des questions, tu vois. Quand tu étais en porte-à-porte, encore plus. Mais quand tu es par Internet et que c'est sur la base de la seule déclaration, bah, tu n'as aucun moyen de vérifier. Donc, il pourrait très bien y avoir des forces politiques, y compris qui s'organisent pour aller dans les panels, répondre aux instituts de sondage, dire qu'ils sont d'extrême droite et peuvent voter Mélenchon, ou l'inverse, dire qu'ils sont Mélenchon et qu'ils votent extrême droite aujourd'hui. J'ai vu, ils ont fait je crois que c'était l'année dernière ou il y a quelques mois, ils ont testé le meilleur candidat à gauche. Et tu sais, c'était un sondage qui était commandé par le JDD avec CNews, et ils ont mis Fabien Roussel, genre c'est le meilleur candidat des panélistes JDD, quoi. Et ben voilà, et du coup ça a quand même empoisonné un peu. Mais exactement, bah c'est pas faux. En même temps, on a les soutiens qu'on mérite, hein. Mais si on va dans le détail, elle était brutale ça. Mais c'est quoi le but en fait du sondage, enfin de ce que vous allez faire là, la commission? Et ben moi j'ai des pouvoirs d'enquête. Prouver que c'est de la merde, on va dire, les sondages. Alors on le dit de manière plus polie. Non, mais nous on a dit éclairer les facteurs d'erreur des sondages qui sont associés aux élections. Ça remplace le mot que je viens d'utiliser. Exactement, de manière. J'ai un costard, il faudrait que je fasse attention. On a dit ça de manière. J'ai une cravate. On a dit ça de manière députée, ça. Mais c'est ça en gros, ta formule est bonne. Mais c'est pourquoi ils font n'importe quoi. Pourquoi ils se plantent à ce point-là en disant que c'est scientifique et que machin chouette. Alors les instituts de sondage, ils vont répondre non mais nous, on fait une photographie. Ok, on fait une photographie. Donc c'est la réalité qui nous est donnée à voir par une photographie qui est faite. Ouais, bah non, en fait. Parce qu'une photographie de l'élection présidentielle 2 ans avant, déjà, en fait, c'est pas une photographie, c'est toi qui as fait une peinture, quoi. T'as inventé un truc, quoi. Donc il y a cette question qui est posée. Et par ailleurs, si tu regardes, les sondages, ils sont plus proches du résultat, plus tu t'approches de l'élection. Mais justement, c'est tout le problème. C'est qu'ils ont des résultats qui s'approchent du bon résultat final au moment où tu es très très près de l'élection, d'accord, mais dans toute la période qui va avant, ils disent n'importe quoi et les médias disent oh bah machin est devant bidule, bidule est devant machin. Et il y a un côté course de petits chevaux qui permet pas en fait que tu discutes, je sais pas quoi, du programme, d'accord, mais ils proposent quoi, bidule qui est devant machin, je sais pas quoi, et où les électeurs eux-mêmes peuvent se faire des choix. Mais pour aller dans les facteurs d'erreur, ils ont des panels qui sont des panels donc qui sont constitués sur Internet. Mais en plus de ça, ils ont une forme d'incapacité à récupérer dans leur panel
justement nos électeurs. Alors c'est pas de chance. Moi je pense pas réellement qu'ils essayent volontairement de raconter n'importe quoi. Peut-être que certains le font, en vrai. J'ai pas de moyen de. En fait, il faudrait qu'à un moment donné, il y en ait un qui dise oui, on est des gros menteurs et on vous emmerde. Tu vois, si jamais il y en avait un qui disait ça de manière honnête, là, au moins le problème serait réglé. Mais c'est pas exactement ça qu'ils disent. Je pense qu'une partie d'entre eux sont convaincus que réellement ils font un travail scientifique. Or, précisément, ça n'est pas un travail scientifique. Déjà parce qu'ils n'emploient pas une méthode réellement aléatoire, qui, elle, est validée scientifiquement. Et puis ensuite, parce que leur panel, les résultats qu'ils trouvent dans les résultats de base du panel, en fait, ils font ce qu'ils appellent le souvenir de vote. Donc ils demandent aux gens qu'est-ce qu'ils ont voté aux élections précédentes. Sachant que là, il peut y avoir des biais parce que tu peux ne pas te souvenir de ce que tu as voté aux élections précédentes. En tout cas, ils posent la question. Et il y a un invariant chez tous les panélistes, chez tous les sondeurs, il y a un invariant. La déclaration du vote Mélenchon est inférieure à ce que ça a donné comme résultat au final. C'est-à-dire, en gros, de base, ils vont avoir des panels où l'électorat Mélenchon, ça va être autour de, entre 10 et 12%. Or, on a fait presque 22%. C'est comme Zemmour, il était haut et au final, on le retrouve plus bas. Plus bas, oui, c'est ça, 7%, je crois. Donc, ouais. Et donc là, comment il s'appelle? Je crois que j'ai le nom d'un directeur d'institut de sondage qui est tout le temps sur LCI, je ne sais plus exactement son nom. Celui qui est sur LCI. Arfi, je crois, non, je crois que c'est pas. Non, Arfi, c'est un journaliste. Ça doit être celui d'Ipsos qui s'appelle. Non, c'est pas Dabi. Je crois pas que ce soit Dabi. Si, Dabi, Frédéric Dabi. Je crois que c'est lui. Frédéric Dabi, c'est IFOP. Lui, il t'explique qu'il a une vraie méthode pour sonder les personnes. Il te dit à chaque fois, il va te vendre. Bon, après, c'est leur métier. Hein. C'est leur métier. Il va te vendre le monde des merveilles pour te dire que non, c'est fiable. On a sondé telle et telle personne. Vous inquiétez pas, nos méthodes sont infaillibles. Je suis en mode, mon gars, désolé, mais genre 12%. Oui. Il va être un peu plus haut, le Mélenchon en 2027. Sauf se présente. En vrai, ça vient. Moi, je suis assez convaincu du fait que ça vient de leur échantillon de base. Si tu prends un échantillon de base dans lequel tu as une surreprésentation des électeurs Le Pen et une sous-représentation des électeurs Mélenchon, c'est logique que ton résultat, ça te donne une surreprésentation Le Pen et une sous-représentation Mélenchon. Donc eux, leur règle, c'est qu'ils corrigent. Mais c'est justement là qu'est la douille. Ils corrigent, ok, mais d'accord, mais sur quelle base ils corrigent? Et justement, il y a une base un peu doigt mouillé. Et c'est ça qui est problématique, c'est qu'ils vont te faire. Moi, j'ai eu accès ce qu'ils appellent les fiches experts, c'est-à-dire ce qu'ils envoient à la commission des sondages. Je suis allé récupérer les sondages à la commission des sondages. Donc moi, à l'heure actuelle, je suis une personne assez exceptionnelle qui a accès à ce que disent réellement, enfin au truc brut des instituts de sondage. Et il y a des chercheurs de la Terre entière qui voudraient savoir ça, moi je l'ai. Donc je peux constater ce qu'ils font concrètement par rapport à ce qu'ils disent. Et ce qu'ils font concrètement, pour être direct, c'est qu'ils peuvent avoir des écarts en fonction des redressements qui, contrairement à ce qu'ils ont dit dans la commission d'enquête par ailleurs pour certains d'entre eux, c'est pas des écarts de 2 points les redressements, ça peut être des écarts de 10 points. Il peut même y avoir des moments où les redressements qu'ils font vont faire des croisements de courbes, c'est-à-dire tu as un mec qui va sortir brut au-dessus d'un autre et le redressement politique qu'ils font inverse la courbe. Il y a quand même 2-3 questions qui sont posées du coup sur le redressement. Parce que, ok, c'est un redressement, c'est une pondération à partir de leur échantillon de base. Mais sauf que ça pose des questions politiques, et particulièrement si ils ont toujours le même problème, à savoir moins d'électeurs à nous dans leur échantillon de base, c'est pas étonnant qu'ils aient des résultats tout pourris. Okay. Et par ailleurs, tu peux avoir des questions à la chaîne, mais si jamais on constate pour un sondage d'élection présidentielle qu'ils ont moins d'électeurs à nous, si jamais tu le constates pour ce truc-là, qu'est-ce qui se passe quand, à cet échantillon-là, tu vas poser une question sur l'islam, sur le voile, sur l'immigration, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu as des résultats qui sont plus à droite que la population ne l'est. Bien sûr, mais ça dépend aussi qui commande le sondage. Si c'est le JDD pour CNews... le JDD, c'est clair qu'il y a quand même un gros soupçon que quand le JDD détenu par Bolloré commande un sondage à CSA détenu par Bolloré pour que ça soit commenté sur CNews et Europe 1 détenu par Bolloré... Ouais, parce que maintenant, la nouvelle méthode, on va dire, des journalistes, c'est d'utiliser un sondage, par exemple sur le voile, pour te dire, ok, regardez, les Français sont d'accord pour dire qu'on ne peut pas le voile, et ça fait un débat. C'est fou quand même comment le journalisme il a changé. Et ça, c'est... mais ça, je suis journaliste, moi, de base. Mais quand je vois l'état du métier... là, t'es journaliste, là. Ouais, là, t'es plus journaliste que des mecs sur CNews qui font n'importe quoi. Ouais, je trouve ça triste, un métier qui était si
important, intéressant, curieux aussi. C'est le journaliste qui te rapporte des trucs de fou, des faits, etc. Maintenant, tu vois les mecs de Frontières, qu'est-ce qu'ils font? Tu vois, ces 100 derniers tweets, c'est que t'as l'impression que le journal, il a été créé que pour vous taper dessus, la France insoumise. Tu dis, mais c'est ça le journalisme maintenant? Mais je pense que mais moi, mon hypothèse est précisément que le journal a été créé que pour nous taper dessus. C'est une folie, hein. Et c'est pour ça qu'il y a une question qui est posée sur les financements. Qui paye ce truc? Comment ça se fait qu'ils sont capables de faire? Moi, je m'en fous qu'ils fassent une campagne d'affiches. Les mecs, ils sont persuadés qu'on est obsédé par eux et que c'est une passion. Mais en fait, non, que dalle, c'est eux qui sont obsédés par nous. Moi, ça me fait marrer qu'ils me foutent dans Antifa. Mais moi, ce qui m'intéresse, je suis pas obsédé. Mais ce qui m'intéresse, c'est, je les considère comme des adversaires politiques. Et des adversaires politiques, je les mets au même rang que n'importe quel parti du type RN ou Zemmour. D'ailleurs, il n'y a aucune chance qu'ils votent pour nous, hein, les mecs de Frontières. D'ailleurs, ils vous ont mis des bâtons dans les roues sur les municipales anticipées avec Louis Boyard. Moi, j'ai suivi tout ça. Et matin, midi, soir, t'avais Jordan Florentin, le journaliste, il était à Villeneuve-Saint-Georges matin, midi, soir. Je me dis, mais attends, il y a un hôtel à côté, il est là tout le temps. Mais c'est une vraie question, c'est comment ils font. Mais tu sais ce qu'il a dit après? Alors, je sais pas si c'était sorti de sa bouche, mais il a dit que pour les municipales, je vais tous les démasquer, les je sais pas quoi. Je vais aller sur chaque ville pour montrer que la France insoumise ne faut pas voter pour, etc. Mais je me dis, mais vous êtes journaliste de base, vous avez un peu de neutralité, non? Je sais pas, c'est bizarre un peu. Il peut y avoir. Moi, je suis assez. Ça va peut-être vous paraître paradoxal. Moi, je suis assez pour que y ait ce qu'on appelle du journalisme. Il y a deux grands modèles de journalisme. Il y a ceux qui vont dire on est neutre et objectif, on dit la vérité, je sais pas quoi. Or, je pense qu'en politique, ça n'existe pas, la neutralité et l'objectivité totale. Quand on va parler de politique économique, quand on va parler de programme politique, en fait, oui, il peut y avoir une présentation des faits, il peut y avoir une présentation des effets d'un programme, mais rien que ça, il peut y avoir des choix idéologiques qui sont faits à l'intérieur de ça. Donc c'est difficile d'atteindre la neutralité parfaite. Et puis il y a une forme de journaliste qui va être le journalisme engagé, qui est d'ailleurs historiquement, quand le journalisme naît, en tout cas à sa période forte qui vient avec la Révolution française d'ailleurs pour notre pays, c'est que t'as que des journaux engagés, mais t'en as de tous les bords. T'as les ultra-révolutionnaires qui veulent couper toutes les têtes, genre Marat avec son journal L'Ami du Peuple, puis t'as en même temps des mecs qui vont défendre une politique plus à droite. Et à l'époque, l'idée c'est, et c'est ça qui est derrière l'idée de pluralisme, c'est il y a plein d'opinions qui sont représentées, tu peux piocher un peu partout et tu te fais ton opinion. Sauf que maintenant le problème, c'est que quand ils disent le pluralisme, ils disent juste il faut qu'il y ait plein de médias, d'accord, mais enfin bon, si tu as un média d'extrême droite, un média de droite extrême, un média extrémisé à droite et un média de droite et un média de droite et un média de droite, un média de droite, un média de droite et un média de gauche tout petit avec moins de moyens que les autres et moins de moyens financiers, moins de capacité à faire de la publicité, à faire... d'accord, mais en fait c'est pas du pluralisme, c'est du bourrage de crâne et le petit média qui est là, qui reste, le pauvre il fait ce qu'il peut. Mais c'est là que vos amis, c'est dans les médias pour savoir pour le chat, genre le média c'est vos amis. Je sais pas, en fait moi j'étais très critique du système médiatique et je mettais très peu de gens dans qui pouvaient être nos amis politiques. Maintenant, c'est peut-être parce qu'il y a une fascisation de la société et que j'ai l'impression aussi qu'à l'intérieur du monde médiatique, il y a chez certains une forme de prise de conscience. Par exemple, le mec de Marianne qui a démissionné là. Je sais pas si tu as vu passer. J'ai pas vu. Il y a un mec de Marianne qui a démissionné, je me souviens plus de son nom. Il démissionne et il a publié une lettre en disant moi, on essayait de me faire dire qu'il n'y avait pas de génocide à Gaza. Et il dit je démissionne parce que on m'a interdit de dire que Israël menait une guerre génocidaire et moi je suis pas d'accord avec ça parce que je suis journaliste, je suis là pour relater des faits et il y a des faits établis qui disent que ça donc je démissionne parce que je devais faire un choix entre mon métier de rêve journaliste et mon honneur et ma morale. Et je trouve que ce genre d'acte révèle quelque chose qui existe dans le monde médiatique et où il y a plein de gens en fait qui se disent mais ça va pas, la société ça part dans le décor. C'est ce que tu disais, les gens qui ont voulu devenir journalistes, la plupart du temps ils ont fait le choix de faire ce métier pour informer avec des idéaux. Alors tu peux après rentrer dans un espèce de système où en fait tu fais partie du système toi-même et t'es une pièce, t'es un rouage, même tu participes activement parfois et même avec enthousiasme même des fois à faire partie de ce système. Mais j'ai l'impression que chez plein de médias, il
il y a en fait des gens qui se posent des questions. Et moi, je vais avoir tendance à me dire, alors on a des potes, sans doute, je dirais, j'ai être plus proche d'un journal comme l'Humanité, comme Mediapart, même si Mediapart il tape sur tout le monde. Mais c'est ton collègue aussi, Jean-Michel Apathy ou pas? Genre, Ah, Apathy, c'est difficile parce que. J'étais le premier à lui tomber dessus. J'ai vu que Manuel Bompard il m'avait répondu parce qu'il avait pris sa défense. Ouais. J'ai dit à Manuel Bompard, j'ai dit, mon gars, faites attention parce que semaine A, Jean-Michel Apathy, ouais, c'est ça. vous, mais semaine B, non, ça dépend ces semaines. Ça dépend ces semaines. Non, mais Apathy, c'est un. Ça, lui, mais tu vois, Apathy, c'est un bon exemple de mec qui d'un seul coup se dit, en gros, il a dû faire un choix qui est partir de RTL pour pouvoir continuer à dire ce qu'il avait envie de dire. J'aime bien, je l'aime pas personnellement, mais je trouve que ça pose un acte de journaliste. La semaine d'après, ils sont obligés de nous taper dessus, effectivement, parce que faudrait pas non plus faut garder son indépendance. Mais je me dis en fait, le fascisme, c'est une pente. Donc il y a une pente. Et tout le monde est obligé de se positionner dans cette pente. C'est pour ça que nous on est bizarre, parce que comme nous on essaye de rester en haut de la pente, du coup tous ceux qui ont dévalé, ils nous regardent en disant qu'est-ce que vous faites là-haut. Mais les gens dévalent la pente. Et il peut y avoir des formes de prise de conscience, des formes de moments dans lesquels les gens se disent ok, je déteste vraiment les insoumis, je déteste vraiment ces gens-là, mais il reste qu'on a en commun que des gens qui défendent la suppression du droit du sol, par exemple, ou surtout cette idée-là, mais là, c'est-à-dire le retour à une forme de droit du sang, ça, c'est pas possible pour nous. C'est genre vraiment ma limite, j'irai pas plus loin que ça dans la pente fasciste. Et en fait, dans ce genre de moment, je me dis que il faut être capable d'ouvrir les bras quand il y a des gens qui ont envie de venir. Donc je sais pas, sur les médias je saurais pas te répondre en détail, parce que c'est pareil, il y a des médias, semaine A ils vont nous taper dessus, semaine B ils vont pas nous taper dessus. En même temps c'est le rôle des médias de faire ça aussi, de taper sur tout le monde, ça en fait partie. T'as l'impression qu'ils tapent plus sur un parti que sur un autre, donc après moi c'est ce que je vois. Frontière clairement, ils tapent rarement sur l'extrême droite, mais moi je trouve que c'est des gens qui se ridiculisent et qui sont assez odieux. Jordan Florentin, quand il y a eu un meurtre et qu'il vient chercher si la sœur de la personne qui s'est fait tuer est pas de la France Insoumise, mais c'est écœurant, c'est pas du journalisme. Pas du journalisme. Elle avait un compte Twitter, on a vu qu'elle votait Mélenchon, etc. C'est écœurant. C'était quoi cette histoire? C'est écœurant, c'est une petite fille qui a été assassinée par son gars, je crois. C'est ça. Il y avait une personne de sa famille qui s'est fait tuer, et ils sont allés chercher si elle avait pas fait des tweets avant. Et ça, c'est pas du journalisme. Ces gens se qualifient de journalistes, mais c'est pas des journalistes, c'est des militants politiques. Et justement, c'est la question qui est posée. Il y a donc des militants politiques qui s'auto-qualifient de journalisme, qui peut-être même, compte tenu du fait que... Parce que pour avoir la carte de presse, en gros, il faut que l'essentiel de tes revenus soit issu de ton activité journalistique ou médiatique. Okay. Attends, ça veut dire que je peux... Potentiellement, tu peux. Si jamais tu... Je peux me pointer à l'Assemblée nationale avec mon micro et tout. Ça veut dire que il faudrait que tu aies une carte de presse, mais si tu es capable de justifier du fait que l'essentiel de tes revenus viennent de ton activité médiatique et d'information, tu peux demander une carte de presse, et ensuite il y a une commission qui décide de s'il te donne la carte de presse. Je dis des bêtises ? Non. Il me semble que c'est ça, faut vérifier, mais je crois que c'est ça. Mais tu peux demander la carte de presse, il y a une commission qui décide de s'il considère que les conditions sont remplies, etc. La commission ou pas? Non, je suis pas dans la commission. T'inquiète, je suis dans la commission. Mais attends, je vous l'ai demandé, les mecs, c'est quoi le nom du site? C'est cartedepres.com, c'est. Ok. Il me semble, faut vérifier. Et ensuite, il y a une question d'accréditation à l'Assemblée, parce que tu rentres pas non plus comme dans un moulin à l'Assemblée. Tu dois demander une accréditation à l'Assemblée, être autorisé à venir dans l'Assemblée. Je peux m'y habiller comme ça ou pas, genre avec a priori si t'as une carte de presse, ouais. Genre, même avec ma tête, ça va. Ah ouais, y a pas de souci, c'est pas une question de tête, c'est une question de carte de presse. Okay. Donc voilà. Mais justement, donc ces mecs, c'est possible qu'ils aient la carte de presse et qu'ils arrivent à justifier du fait que, mais c'est pas des journalistes, c'est des militants politiques. Et à la limite, moi en soi, je m'en fous. C'est-à-dire, c'est même pas un sujet pour moi. Si jamais c'est des militants politiques qui sont engagés et qui assument le caractère engagé de leur activité, comme fait un journaliste de l'Humanité qui va dire qu'il est d'extrême gauche. Mais eux, ce qu'ils font, c'est pas ça. Eux, ils sont dans une forme de biais vis-à-vis, y compris de la question du financement des campagnes électorales. C'est ce que tu disais sur Villeneuve-Saint-Georges. Sur Villeneuve-Saint-Georges, ils font quoi? Ils y vont, ils passent leur temps à pourrir la tête à un candidat et à une liste.
Et puis, ça a des effets potentiels sur la campagne électorale, notamment sur la question de la fusion avec le PS, où le PS vient justifier la non-volonté de fusion à partir d'un candidat qui a été pointé par Frontières, comme étant, je sais pas quoi, un porte-parole du Hamas, enfin les trucs habituels qu'ils disent, alors même que c'était un candidat du PS. Enfin, c'est lunaire comme situation. Donc on en est là, quoi. On en est. Alors après, la responsabilité, elle n'est pas de Frontières qui fait son truc, sauf si on considère qu'ils ont participé à la campagne électorale de manière détournée, et donc ils ont mis de l'argent dans la campagne électorale. Ce que moi je considère au regard de la loi électorale. Okay. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer ce qui pourrait se passer, c'est que tu intègres la participation de Frontières à la campagne au compte de campagne de la personne qui était en face de Louis Boyard. C'est illégal. En fait, quand tu fais une campagne, oui c'est vrai, j'ai pas expliqué ça. Quand tu fais une campagne, tu as deux plafonds. Okay. Tu as un plafond de ce qu'on appelle un plafond de remboursement. C'est la dépense maximum où on va te rembourser, où l'État va te rembourser si tu fais 5%. Valérie Pécresse, elle avait des problèmes avec ça, non? C'est Sarkozy. Je sais pas si Pécresse en a. Ah oui, parce qu'elle a pas fait 5%. Elle a pas fait 5% et après elle a dû faire. Oui, elle avait dû lever des fonds pour rembourser sa campagne. Mais tu as donc ce plafond de remboursement et tu as un plafond de dépenses légales. Tu n'as pas le droit de dépasser ça. Okay. Si tu dépasses ça, en gros, c'est pour éviter qu'il y ait des déséquilibres trop importants entre les candidats et qu'une personne super friquée puisse payer plein de trucs pour gagner la campagne à coup sûr. Aux États-Unis, c'est tellement pas pareil. Exactement, mais justement, mais tu viens exactement sur le truc. Parce que quand j'ai eu la Commission nationale des comptes de campagne, je leur ai posé cette exacte question et ils m'ont dit il ne faudrait pas que la France devienne comme les États-Unis où il y a justement ce système de financement avec des PAC, je crois qu'ils s'appellent ça comme ça. Et la question est posée, parce que si jamais tu as un journal, je mets des guillemets, si jamais tu as des journalistes, je mets des guillemets, qui passent leur temps dans une campagne électorale à ne faire qu'un truc, valoriser un candidat, anéantir un autre candidat. Enfin, essayer d'anéantir un autre candidat. Si jamais tu as un journal qui fait que ça, quelle est exactement la différence avec un parti politique ? C'est quoi la différence ? Je veux dire, ils font quoi d'autre que faire des tracts en permanence pour un candidat et de faire des fausses infos ou des faux tracts sur l'autre candidat ? Qu'est-ce qu'ils font d'autre qu'une activité de parti politique ? Tu l'as consulté le journal ou pas, Frontières, sur vous ? Tu l'as ouvert par curiosité ? Ah, le journal, non, on l'a pas acheté, nous. On l'a pas acheté. Mais plein de pages, c'est vide. Tu sais, ils ont fait quoi ? Ils ont dit, 70% et tout de Rima Hassan, c'est sur la Palestine. 30% des tweets, c'est sur tel ou tel sujet. Je me dis, mais c'est ça le journaliste, c'est juste du constat de tout. 100% des tweets de Frontières, c'est sur la France Insoumise. C'est une dinguerie, c'est donc ça le journalisme maintenant. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils prennent les gens pour des abrutis. Et ça, c'est un phénomène assez fondamental à l'extrême droite, et particulièrement dans la période. Ils sont méprisants avec les gens qu'ils essayent de convaincre. C'est-à-dire que ils vont penser que soit les gens sont bêtes, soit qu'ils n'ont pas de mémoire, soit ils méprisent leurs électeurs en réalité. Quand un mec comme Jordan Bardella est capable de dire avant la campagne législative, je vais revenir sur la retraite à 64 ans. Pendant la campagne législative, il faut faire un audit sur le sujet parce qu'on n'est pas sûr qu'on ait les moyens de financer. Puis, il y a un truc récemment là qui est sorti. Oui, dans le Canard enchaîné. Ensuite, il revient et dit ah bah si, il faut revenir sur la retraite à 64 ans. Et ensuite, tu découvres dans le Canard enchaîné qu'il a dit à Pierre Gattaz, l'ancien président du MEDEF, qu'en fait, il voulait plus revenir sur la retraite à 64 ans. Bah, les gars, arrêtez. Tu vois, là, par exemple, Frontières, ils auraient pu faire un article pour dénoncer ça. Ils auraient pu faire un article. Ils ne le font pas. C'est dommage que les Français, ils le voient pas. Et bah oui. C'est triste. Et donc, c'est ça le truc, c'est que. C'est trop puissant, les médias, quand même. Hein. C'est un pouvoir sur l'influence des gens, le cerveau des gens. C'est trop puissant. De fait, si jamais tu regardes que des trucs d'extrême droite, que tu regardes toujours le même. Nous, on regarde ce qu'ils racontent les autres. On s'informe, entre guillemets, moi, en regardant. Je regarde parce que c'est de la revue de presse, tu vois. On regarde qu'est-ce qui parle. L'article du jour, peu importe, mais c'est toujours vous, c'est toujours sur vous, c'est triste. Bah ouais. Du coup, mais le mec qui passe son temps en plus c'est pareil, parce que Frontières, pour expliquer l'article sur vous, il passe sur CNews, c'est vraiment, ils se font la passe. Mais c'est ça le truc, c'est que je pense qu'ils prennent leurs électeurs pour des abrutis, dans le sens où ils pensent, alors il y a une partie chez qui ça fonctionne, dans le sens où il y a des gens qui n'écoutent que ça, ne voient que ça, sont sans doute dans des cercles sociaux dans lesquels c'est assez fermé, les gens s'informent avec les mêmes outils. C'est triste quand même. Hein. Et donc ça reste fermé. Mais pardon, et là ça va peut-être être une touche un peu d'espoir pour les gens qui nous écoutent. Mais c'est quoi la différence exactement avec la situation des élections législatives ? En fait, c'est déjà comme ça. Tous les jours,
à la télévision, on se faisait taper dessus parce qu'on était antisémite ou je sais pas quoi, ou islamo-gauchiste, ou complice du terrorisme. On s'est fait pourrir la tête pendant des mois. On a eu des sondages qui nous ont dit que cette fois-ci, c'était sûr, c'était le Rassemblement national qui allait gagner, que Jordan Bardella allait être Premier ministre, peut-être même qu'ils allaient avoir la majorité absolue. Moi, j'étais presque convaincu. Parce que je l'avais streamé, ce moment, le moment des résultats, je me suis dit, les mecs, c'est mort. Les gars, c'est mort et tout. J'ai mis mon costard pour le stream, 20h01. Je vois, c'est rouge. Je me suis dit, attends, quoi? Attends, on est en tête là? Exactement. Et je me dis, ouais, mais les sondages, c'est de la merde. Exactement. Désolé pour le rapport avec désolé pour la partie présentation correcte. Mais c'est une dinguerie. Non, mais si tu veux, en fait, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est que. Et c'est vrai pour tout. C'est vrai pour la question des ingérences étrangères, c'est vrai pour la question de l'information, c'est vrai pour tout. Le truc qui est fondamental, c'est développer son esprit critique. Et c'est avoir une première réaction qui est la mise à distance, et y compris, je vous le dis, je sais pas où est la caméra, mais je vous le dis, ayez y compris une forme de mise à distance, je raconte moi. Commencez par avoir une mise à distance des choses, et c'est la meilleure protection contre toutes les manipulations qui peuvent exister, où il faut aller... Enfin, moi, je dis aux gens, mais croisez les informations, vérifiez. Vous voyez passer un truc sur Internet, vous dites... Mais oui, vous dites, oh là là, c'est la D, ce truc, c'est dingue, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, vous allez regarder un autre truc, et là, vous vous dites, ah d'accord, en fait, c'est faux, le truc, c'est faux, le machin, quoi. Et c'est ça qu'il faut faire en permanence. Et je pense que c'est le meilleur outil, parce que, précisément, c'est aussi ce qui permet de mettre à distance des situations actuelles. Là, actuellement, si jamais tu disais aux gens, qui c'est qui va gagner les élections, tout le monde dirait c'est Le Pen. Enfin, elle peut plus être candidate, mais tout le monde dirait c'est Bardella. Or, c'est pas vrai. C'est pas Bardella qui va gagner. Ouais, mais tu vois, le problème, c'est que les Français, ils ont plus maintenant le temps de redécouper les informations. Tu sais, par exemple, ils sortent du travail à 17h, à 18h, ils ont ce réflexe d'aller allumer CNews ou BFM TV. Il y a déjà un billet en mode, ils vont vous taper dessus, ou sur le PS, ou sur peu importe, la gauche. Tu te dis, le Français, il a plus le temps maintenant de faire preuve de cette patience, de cette recherche d'informations, de redécouper de ce qui est faux. C'est pas faux. Néanmoins, qu'on doit faire ce job maintenant. C'est vrai, mais et c'est bien. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je considère que c'est indispensable. Et c'est bien qu'il y ait de plus en plus de gens qui utilisent des méthodes d'information alternatives, et y compris qui soient assez critiques vis-à-vis de cette information à laquelle ils ont accès. Mais ce qui existait avant, en fait, avant. On avait il y a plusieurs choses qui existaient avant qui ont disparu et qui ont affaibli notre camp social ou notre classe sociale. Il y avait des grands collectifs de travail, et dans ces grands collectifs de travail, enfin pas partout, mais il pouvait y avoir des grands collectifs de travail dans lesquels il y avait des syndicats qui étaient assez organisés, et par ailleurs il y avait le Parti communiste qui était une force d'organisation de la société, en particulier des classes populaires, qui faisaient des trucs en fait que l'État aurait dû faire, et que c'était le PC qui s'en occupait. Ils envoyaient les gamins à la mer, ils faisaient des activités, ils faisaient même des cours du soir pour les gamins, enfin ils organisaient la société, et avec l'organisation de la société, il véhiculait aussi une forme de prise de conscience de classe et de la solidarité qui peut exister entre les uns et entre les autres. Maintenant, le capitalisme a réussi petit à petit à morceler le travail, y compris avec des trucs comme l'ubérisation. En fait, si jamais tu étais dans une entreprise à proprement parler, il y aurait des règles qui s'appliqueraient, avec tu devrais avoir une salle de réunion, de machin, un comité d'entreprise, une machine à café ou je sais pas quoi. Et là, tu peux avoir des croisements, des discussions qui se font. Alors, il y en a, je ne mets pas totalement de côté, mais il n'y a pas la même capacité d'avoir des sources d'informations différentes qu'il pouvait exister dans des collectifs de travail comme ça existait avant. Le capitalisme a essayé de morceler, parce que quand on est morcelé et quand on est en compétition les uns vis-à-vis des autres, la logique qui vient avec la compétition, c'est qu'en fait, celui qui est à côté de toi ne va pas être ton partenaire ou ton camarade ou quelqu'un avec qui tu peux te solidariser pour essayer d'aller choper celui du dessus. Ça va être quelqu'un avec qui tu es en compétition, ou potentiellement il peut te prendre ton travail. Et ça participe aussi de la création d'une forme d'enfermement. Il y avait une étude que je trouvais hyper intéressante sur le nombre de relations sociales qu'on a. En fait, ça a baissé dans le temps. Je me souviens plus combien c'était les chiffres, je vais dire n'importe quoi, mais en gros, avant, on avait une trentaine de personnes dans notre cercle d'amitié. Et de gens qu'on considérait comme des amis. Voilà. Et aujourd'hui, ça s'est beaucoup réduit, et ça s'est réduit à un petit nombre de personnes. Ça, c'est des effets qui sont des effets sociaux de long terme, mais ça veut dire que tu es moins mis en contact avec d'autres opinions aussi, potentiellement. Or, dans la discussion, il pouvait exister cette mise en relation d'idées avec quelqu'un qui va pas être d'accord avec toi. Si jamais tu n'as que des gens qui sont d'accord pour dire que, je sais pas quoi, les musulmans, c'est le principal problème de la société, que l'immigration, mon Dieu, quelle catastrophe, etc.,
bah évidemment que si t'as que des gens autour de toi qui disent la même chose, des médias qui disent la même chose, tu finis par penser ça. Et en fait, on peut pas en vouloir même aux gens qui finissent par... Enfin si, bien sûr, on peut pas en vouloir. Un petit peu quand même. Bien sûr qu'on peut en vouloir. Ce que je veux dire, c'est que si tu te fais manipuler le cerveau, bah, il faut taper celui qui fait la manipulation, quoi. Et tu vois, par exemple, pour le cas du RN, avant, en France, on avait on était intolérants sur le délire de le député qui détourne de l'argent. Non, inéligibilité à vie, ou 6 mois, ou 1 an, peu importe. Les Français étaient en mode, non, on vote pour vous, ne volez pas notre argent. Ouais. Et là, Marine Le Pen, elle a été épinglée pour ça, condamnée. Mais t'as l'impression quand même que dans les sympathisants RN, ils sont en mode, bon, c'est pas grave, hein, c'est quelques millions d'euros, tranquille. En plus, c'est pas la France, c'est les caisses de l'Europe, donc ça va. Je suis en mode, mais qu'est-ce que vous êtes... C'est quoi ça? On va laisser passer ça. Donc imaginons qu'elle soit présidente, comme elle n'est pas consciente de ce qu'elle a fait, parce qu'elle dit que, ouais, on n'est pas d'accord sur les assistants parlementaires, comment on fonctionne, etc. T'imagines si elle fait la même chose en tant que présidente, mais tu te dis, ouais, le déficit public, il va être creusé à la mort si elle va graisser ses potes aussi. C'est n'importe quoi. Les sympathisants RN, ils sont, excusez-moi, ils sont un peu teubés sur les bords. C'est moi qui le dis, vous inquiétez pas, je prends la responsabilité, monsieur. Moi, je trouve ça triste quand même. Bah, moi, ce que je trouve dommage, c'est que ouais, il y a cette forme-là. Puis en plus, si tu veux, il y a une forme d'hypocrisie du côté du Rassemblement national, parce qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'il faut que la justice est laxiste, qu'il faut que ce soit plus dur. C'est Le Pen elle-même qui demandait des peines d'inéligibilité à vie. Attends, pour te dire à quel point il y a eu un truc complètement dingue qui s'est produit, et personne l'a vu, personne l'a remarqué, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui votent RN qui nous écoutent, mais écoutez ça si jamais c'est le cas. Le lundi ou le mardi, je ne sais plus, Le Pen se fait donc condamner, elle fait son 20h, machin, tout ça. Okay. Et donc là, Le Pen, en gros, elle est condamnée à, si mes souvenirs sont bons, 4 ans de prison, dont 2 fermes avec aménagement, bracelet électronique pour les 2 ans de prison ferme. Je crois que c'est ça la peine, si je ne dis pas de bêtises. Le jeudi, à l'Assemblée nationale, il y a un texte qui est un texte sur restaurer la... Comment ils appelaient ça? Restaurer l'autorité de l'État. Okay, ouais. Restaurer l'autorité de l'État. Et donc pour restaurer l'autorité de l'État, ce qu'il disait, c'était que il fallait que pour toute peine de prison inférieure ou égale à 2 ans, il ne puisse pas y avoir d'aménagement de peine avec bracelet électronique et que tu ailles en prison. Ah oui, ok, ah, si, ça j'ai entendu parler. Oui, oui. Donc, les gars, lundi, condamnation, 2 ans de prison, 4 ans de prison, 2 ans avec sursis, bracelet électronique. Le jeudi, ils sont là en mode, faut mettre les gens, faut pas mettre des bracelets électroniques, faut mettre les gens en prison. Gars, ça fait que 3 jours, quoi. Je sais pas, mais donc ça, c'est ça par exemple. Évidemment, c'est pas CNews qui va raconter ça. Évidemment, il faut aller regarder l'Assemblée nationale pour voir qui s'est passé ça. Évidemment, il n'y a pas de médias qui en ont fait tout un pataquès, donc il manque l'information sur le sujet. Voilà. C'est pas remonté jusqu'aux Français. Mais ça, faites-le savoir, quoi. Faites savoir à quel point ils sont capables de. Courant, hein. Mais non, mais moi, si jamais j'avais pas eu. Moi, c'est dans ma commission, dans la commission des lois. Enfin, de toute façon, nous, on se tape tous les textes, hein, tous les machins de sécurité, ça vient chez moi. Donc, comme tout le monde veut tout le temps parler de sécurité, voilà. Mais si jamais j'étais pas dans la commission des lois, je serais pas au courant. Et c'est dingue. Alors, on a fait une très grosse partie sur la politique. Franchement, tu m'as appris des trucs, je suis trop content là, j'aime trop là. Tu passes un bon moment quand même. Ah, je passe un bon moment. J'espère que les gens passent un bon moment avec nous. Ça aide le chat, ça nous a appris des trucs, c'est vraiment, j'ai trop. Alors ça va, qu'est-ce qu'ils en disent le chat? Pour l'instant, ils aiment bien. Je reçois Antoine Léaumont, il va dire les termes. Est-ce que j'ai dit les termes? Ça, c'est le titre de mon stream, ça. J'ai dit les termes ou pas? T'as dit les termes, je pense. Je sais pas si j'ai dit les termes. Je pense que c'était bien. Hein? On a juste une toute petite partie sur tes passions. Tu suis des streamers ou pas? Bah, en fait, j'ai des contenus même sur YouTube. J'en suis plusieurs et j'en regardais beaucoup. Ouais. Et en fait, je ne regarde plus rien. J'ai pas le temps. Bah, par ailleurs, je suis devenu papa aussi, donc ça prend pas mal de temps. Félicitations. Mais merci. On a plaisir. Donc, ça me prend beaucoup de temps, un bébé, mine de rien. Voilà. Donc, j'ai moins de temps et j'essaye de pas regarder d'écran en sa présence, même si j'y arrive pas tout à fait. Et je me souviens que moi-même j'avais défendu un truc. Bon bref, je passe sur les détails. C'est hyper. Non mais attendez, vous allez vous marrer. Je vais pas vous dire. Non si, je vais pas dire ça. Mais il y a un lien avec Robespierre, mais c'est pas avec Maximilien, mais il y a un lien avec Robespierre. Attends, tu parles de ton enfant? Oui. Non, il est bon. Non, je peux vous dire. Allez, je vous dis. Ça va, j'ai le droit?
Ouais, le prénom de mon fils c'est Augustin. Ok. Et avec la maman, on voulait que ça commence par un A. Juste parce que nous, nos 2 prénoms, ça commence par un A, et on s'est dit, bah c'est cool si jamais lui aussi son prénom ça commence par un A. Alors là, vas-y, commence la discussion sur comment il doit s'appeler avec un A, etc. machin. Et une des propositions qui était sur la table, c'était même pas moi qui l'avais faite, c'était Augustin. Et il se trouve qu'Augustin, c'est le frère de Maximilien Robespierre. Augustin Robespierre, frère de Maximilien Robespierre, et qui est un... Il est trop matrixé. Ouais, mais je sais pas, c'est sympa. Je trouve que c'est sympa, tu vois, si jamais tu dis tu s'appelles Maximilien Robespierre, les gens ils vont dire le mec il est zinzin. Je trouvais ça sympa. On a hésité avec d'autres prénoms, hein, je vous rassure, mais celui-là c'était celui qu'on préférait, qu'on trouvait le plus mignon. Alors non, ils sont pas d'accord. C'est pas ce prénom. Ah ouais? Vous aimez pas? C'est trop mignon, Augustin. Non, parce qu'il y a un autre prénom en A, mais on va éviter. Non, tranquille les gars, vous inquiétez. J'ai un peu peur, j'ai pas envie. Ça ira le chat, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, pour revenir à la création de contenu, t'as perdu. Ouais. Tu rates plus, mais avant, tu regardais qui du coup? Avant, je regardais. Je vais me ridiculiser. Je regardais Squeezie beaucoup. Je me suis beaucoup inspiré. D'ailleurs, moi, pour mon travail, je me suis beaucoup inspiré de Squeezie. Sur Squeezos, oui, je suis un Squeezos. Je suis un vrai Squeezos. Mais voilà, je regardais aussi. Comment ça s'appelle c'était une youtubeuse. Son nom m'échappe maintenant. Une youtubeuse. Ouais, une youtubeuse. Je pense que c'est la deuxième. Magla, Enjoy Phoenix. Non. Non, je connais pas. Je sais plus. Bon, je regardais sur mes abonnements. Mais voilà. En stream. Et en streamer, moi, je regardais surtout Dany et Raz. Mais c'est pareil, j'ai plus le temps. Et j'ai totalement arrêté de regarder des vidéos. Mais même les vidéos par exemple de la France Insoumise ou des vidéos avant quand je bossais pour Mélenchon, j'écoutais toutes les vidéos de Mélenchon parce que c'était mon travail. Ouais. Donc voilà. Maintenant, tu vois, par exemple là on m'a dit écoute la dernière conférence de Mélenchon, elle est super. Je ne sais pas quand est-ce que je vais faire ça. Je regarde mon agenda, je me dis quand est-ce que je fais ça. Soit je suis au travail, j'ai du travail, soit je suis chez moi, j'ai mon fils, j'ai pas envie de regarder un écran avec lui. Donc en fait, quand est-ce que j'ai du temps pour faire ça? Je sais pas. Alors des fois, je me mets des petits bouts le matin, mais il n'y a pas trop de streamers le matin. Mais voilà. Mais d'où ma question, justement, là, tu me fais une belle transition. Tout le monde m'a répondu la même chose, surtout Manuel Bomport. En tant que député, ton emploi du temps il doit être surchargé. Ouais. Genre, à quel moment tu prends du temps pour toi? Et quand le seul moment où tu as du temps pour toi, qu'est-ce que tu fais? De la lecture, un peu de jeux vidéo? Alors, ça dépend. Aussi ça dépend. Alors, le sport, j'en faisais beaucoup et malheureusement, j'en fais plus du tout. Mais là, en plus, c'est marrant parce que cette semaine, je me suis dit, ah, vas-y, gars, tu te remets au sport. C'était quoi comme sport? Je fais de la muscu. Enfin, je fais du sport chez moi. Fitness park et tout. Pas fitness park non plus, mais je fais de la muscu chez moi parce que c'est facile, c'est vite fait. Moi, j'aime bien, ça me permet d'être bien dans mon corps, donc j'aime bien. Et justement, là, puis par ailleurs, j'avais pris, en vrai, littéralement, quand j'avais pas le temps de faire de sport, que j'avais pas changé mon alimentation, j'ai pris du poids d'un coup. Quand j'ai eu mon bébé, j'ai arrêté de fumer, j'ai rien changé. C'est un nom. J'ai fait comment on appelle ça, une couvade. Voilà, c'est ça. J'ai fait une couvade. Je fais une couvade de 8 kilos, donc c'est pas mal quand même. Et là, j'en ai reperdu 6, donc ça va. Je suis à peu près revenu à mon poids normal. Mais donc du sport, ouais. De la lecture, ouais, mais en ce moment, alors ça va être par phase, tu vois, mais en ce moment, par ailleurs, c'est une erreur d'avoir fait ça parce que j'ai joué pas mal à un jeu il y a quelques temps. Enfin, je me suis remis à un jeu vidéo que j'avais commencé, que j'avais jamais fini, qui s'appelle Outer Wilds. Je sais pas si tu connais. Je connais deux noms. C'est un jeu où tu fais de l'exploration spatiale, tu dois résoudre une enquête, etc. Et je l'avais jamais fini. Je m'étais arrêté en cours de route et ça me saoulait, tu vois. Je me suis dit bon, allez, il me faut un truc qui me fait m'évader un peu. Donc là, je l'ai fini. Après, une fois que je l'ai fini, j'étais là genre, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Et je me suis dit, je vais chercher un jeu et je vais regarder sur Steam ce qu'ils me proposent comme jeu en rapport avec les jeux que j'aime bien. Et ils m'ont proposé un jeu, mais jamais j'aurais dû l'acheter. Ça s'appelle No Man's Sky. Peut-être vous connaissez, je sais pas si les gens dans le chat connaissent. C'est encore un truc sur l'espace. Exactement. T'aimes trop l'espace. Non mais en même temps c'est l'AD, tu vois, je peux rentrer dans des trous noirs maintenant, donc je les explore moi-même. No Man's Sky, je connais deux noms. Ouais. Mais en fait c'est un jeu qui est sorti en 2016. Qui avait été survendu en mode ça va être le jeu du siècle, etc. Ouais, en gros, c'est un flop, non?
Et ben ça a floppé parce qu'ils avaient survendu par rapport à ce que c'était. J'y avais pas joué, je le connaissais pas, j'avais pas vu du tout passer le truc. Et en fait, ce jeu, c'est une dinguerie. Parce que maintenant, il est fonctionnel, il marche trop bien. Et c'est une dinguerie. Déjà, 1, il est beau. 2, c'est une espèce de fusion entre Minecraft, Subnautica. Enfin, je sais pas si c'est des jeux qui. Mais Minecraft, Subnautica, Star Wars. Donc. What, comment ils ont fait pour mettre ensemble ces trucs-là? Et en gros, t'arrives, tu tombes sur une planète, tu dois récupérer des matériaux pour essayer de réparer ton vaisseau spatial, tu répares ton vaisseau spatial et après tu fais ce que tu veux dans une galaxie. Donc tu peux te pointer, tu peux aller n'importe où, tu récupères des matériaux de partout, tu commerces avec avec plusieurs, avec des aliens. Attends, c'est une dinguerie. T'apprends leur langue. Tu dois discuter avec les gens. Chaque fois que tu discutes avec une personne, ils t'apprennent un mot. Donc tu vois, il y a écrit blablabla. Et au fur et à mesure, tu vois, t'apprends un mot. Donc après, t'as bonjour. Wow. Et tu vois, t'apprends. Et en fait, le jeu, il va dans tous les sens. Tu peux aller explorer le centre de la galaxie, tu peux construire, je sais pas quoi, une maison et tu peux faire du commerce, tu peux aller te battre, tu peux te faire des combats de vaisseaux spatiaux, tu peux aller sur des planètes, faire des missions. Enfin, en fait, tu fais ce que tu veux et t'explores une galaxie. Donc autant te dire que c'est infini. Et je trouve que c'est le jeu parfait pour te vider la tête parce que justement, tu fais ce que tu veux, tu peux faire pousser des plantes, tu peux faire... voilà, donc ça rejoint un peu le truc. Incroyable. Oh, voilà. J'ai fait le tour de mes questions. Je sais pas si tu avais envie de rajouter quelque chose. J'ai raté aucun débat, aucun thème. Ouais, non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Non, tu m'as appris beaucoup de choses là, sur la drogue. Non, je suis content. Frontières, etc. Genre... Non, j'aime trop vous recevoir. Mais moi, je me sens bien. La dernière fois, c'était Louis Boyard, j'avais eu Manuel Bompard, j'ai eu Clémence, j'ai eu Nadège. J'ai eu du monde quand même maintenant. Moi, je trouve ça cool que tu fasses ça. C'est Odoul ici ou... Non. Ok. Non. Déjà, Odoul, il s'est invité dans ma circonscription une fois, mais c'était assez marrant d'ailleurs. Enfin, je les trouve assez ridicules, mais bon. Mais non, qu'est-ce que je pourrais rajouter à part que merci, parce que je trouve que c'est ascensionniste là. Déjà, je trouve le cadre de discussion que tu proposes, c'est un cadre où voilà, ça permet tu vois, tu viens chercher les trucs qu'on a racontés, le cadre il est cool, il est sympa, la déco elle est exceptionnelle, vraiment félicitations à l'équipe qui a su le trouver et me toucher au cœur dans la déco, mais en fait pour moi c'est ça l'information, c'est-à-dire je sais pas si peut-être tu es en accord avec une partie de mes idées, mais même si tu es en accord avec une partie des idées que je défends, le fait de permettre à quelqu'un d'exprimer ses idées, c'est justement ce qui va permettre aux gens de se faire leur esprit critique. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout convaincus par ce que j'ai dit, qui trouvent que c'est complètement dingo, ou au contraire qui ont été très convaincus qu'il n'était pas au début. En tout cas, ils ont pu avoir accès à ce que je dis, ce que je pense, et ils peuvent se faire leur opinion, et je pense que pour moi c'est ça qui est le travail le plus utile et le plus important dans la période. C'est vrai les gars, vous avez dit, c'est lui qui a fait ça. Il aime bien mon travail, genre. En tout cas, merci à toi. Merci pour l'accueil, merci à la régie. Franchement, merci pour l'invitation. Vous mettez vos locaux à disposition. C'est vrai. Ça fait 3 fois que je viens ici et ça fait plaisir. Hein. Franchement, merci pour l'invitation. Merci à l'équipe. Merci à la régie, merci à Adélaïde. Merci d'avoir enduré. C'est trop bien. Ils disent que c'est trop bien. Ils disent que c'est trop bien la régie. Merci vraiment pour tout. Et on va se retrouver bientôt, les amis. Normalement, les gars, j'aurai Clémence Guettet. Mais j'ai pas de date. Je vous promets rien, le chat. Donc ça va arriver bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Il y a la Ligue Europa là, avec Lyon qui va jouer là. T'es pour qui toi? Follow la chaîne avant de partir. T'es pour qui dans le foot? Alors pour le coup, le foot, je suis pas du tout. J'en sais rien. Je sais pas, il y a qui? C'est qui? Il y a Lyon contre Manchester United pour les quarts de finale en Ligue Europa. Lyon du coup. Lyon, très bien. Ma règle, c'est si jamais il y a une équipe française en compétition avec les autres, je suis un peu chaud. Hein, mais peut-être, je sais pas si j'aurais des exceptions pour certaines équipes. Quand j'étais petit, j'aimais bien Barcelone, mais. Ah ouais, l'ancienne Barcelone. Wow. Bon, bonne soirée le chat et on se retrouve demain pour un stream. Je serai là demain. Voilà. Ok, d'accord. Salut. Follow la chaîne.